instructeur de pleine conscience. Donc, voilà, j'ai compris. On peut quitter la réunion là, si on veut. Et donc, voilà, vous êtes instructeur de pleine conscience. Donc, a priori, vous êtes des gens qui savaient méditer et qui enseignaient la méditation. Donc, c'est un public particulier. En général, je sais pas, voilà, j'ai des instructeurs de pleine conscience parfois, mais je n'ai pas que des instructeurs de pleine conscience dans les ateliers. Alors, je vais d'abord vous dire peut-être, me présenter un peu pour que vous situiez un petit peu qu'est-ce que je fais comme travail et d'où ça vient en fait. Donc, moi, je suis philosophe, j'en suis enseignant, je suis agrégé de philosophie. C'est une partie de mon travail. Et puis, je m'occupe d'une maison d'édition aussi qui s'appelle Almora, qui publie des livres de spiritualité, de non-dualité, beaucoup, sur la méditation aussi, quelques-uns. Et puis, en fait, l'essentiel de mon temps est consacré à partager un enseignement que j'ai reçu d'un homme qui, on peut dire, a été mon maître, hein, qui s'appelait Douglas Harding. Voilà. Et en fait, juste comment j'ai rencontré cet homme, j'étais déjà prof ou étudiant en philo, je ne sais plus, ça remonte loin, je sais pas, dans les années 90, et j'ai commencé à m'intéresser à la méditation zen, donc la méditation du bouddhisme zen, avec les disciples de Deshimaru. J'ai pratiqué ça vraiment intensément, ça a été très important pour moi. Donc la méditation zen, c'est dans un cadre bouddhiste, hein, vraiment bouddhiste, même si ça reste très léger, enfin, il y a peu de rituels, enfin quand même, il y a la récitation de sutras, on s'incline devant la statue de Bouddha, donc voilà. Et j'étais tellement convaincu d'avoir trouvé ma voie que je voulais me faire moine, en fait, moine zen. C'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi. La méditation, quand j'étais étudiant ou prof de philo, j'étais vraiment dans mon mental, énormément dans ma pensée. Et la première heure de méditation, la première fois que je me suis assis sur un coussin face à un mur blanc, tout d'un coup, j'ai senti un saut en arrière dans je ne sais pas quoi, mais j'ai vraiment décollé de mes pensées, quoi. Et je me suis aperçu qu'il y avait des pensées en moi, ce que je n'avais jamais vu avant. C'est curieux, hein, en fait. Je me suis aperçu que ça jacassait tout le temps, quoi. Ça parlait tout le temps en moi, et ça a été un grand choc, quoi, déjà, une grande leçon, immense. Mais la méditation zen me laissait encore insatisfait parce que dans les méditations zen, on parle un petit peu on parle un petit peu pendant la méditation. Et donc, le maître lisait des sutras du Bouddha ou des textes des grands maîtres qui nous disaient ici et maintenant, vous êtes un Bouddha. Et moi, je ne me sentais pas comme un Bouddha, en fait. Je me sentais comme José, avec mes problèmes, mes difficultés. Ouais, je me sentais, voilà, j'entendais ce qu'on me disait, mais je ne vivais pas. Et puis, donc, pendant que j'étais investi dans la méditation zen, je suis tombé sur un livre d'un maître indien que peut-être certains d'entre vous connaissent, s'appelle Nisargadatta Maharaj. Voilà. Et le livre s'appelle Je suis. En anglais, c'est I am that. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Je suis en français. Mais enfin. Et le livre, vraiment, a été la réponse à toutes mes questions. Voilà. C'était très, très important. Et en lisant ce livre, très rapidement, à l'espace de 2 mois, en fait, j'ai dû avoir le livre dans les mains en décembre 91. Et j'ai commencé en fait, à méditer suivant la méthode de Maharaj. Et la méditation de Maharaj, elle était très différente de la méditation bouddhiste. Elle était informelle, en fait. La seule chose qu'il disait, la seule indication qu'il donnait, c'était plonger dans le je suis. C'est tout. Plonger dans le je suis, aller à la source du je suis. Vous n'êtes pas un individu, vous n'êtes pas une personne, vous êtes la conscience absolue. Plonger dans le je suis, elle va vous mener, le je suis va vous mener à la source. C'est ce que j'ai fait. Et de plus en plus souvent, au point que j'ai délaissé la méditation zen, je faisais plus que ça, quoi, plonger dans le je suis. Et un jour de mars, 21 mars 92, j'ai vécu une expérience très très forte à laquelle je ne m'attendais pas du tout, où en fait, j'ai eu un basculement dans ma conscience, qui fait que l'observateur que je mettais d'habitude au-dessus de mes épaules, José, quoi, l'individu, a soudainement disparu. Donc, je ne pouvais que constater ce qui se passait. En fait. Donc, un changement, une sorte de basculement dans la conscience. Et je ne savais pas du tout ce qui était arrivé, en fait. Du tout. Je n'ai même pas fait le lien avec le livre de Maharaj, c'est pour vous dire. Donc, je suis allé voir mon maître zen. Je lui ai essayé de lui parler avec lui et lui m'a dit « Va t'asseoir ». C'est tout. C'est très zen comme réponse. « Va t'asseoir ». Et ça ne m'a pas beaucoup aidé, en fait.
J'ai vu Arnaud Desjardins, je suis allé rencontrer pour savoir aussi, pour me poser des questions. Ça ne m'a pas aidé davantage. Et heureusement, un an après, donc en mars-avril 93, je suis tombé sur un livre d'un homme que je ne connaissais pas, qui s'appelait Douglas Harding. Et le livre s'appelle Vivre sans tête, en français, en anglais, On Having No Head. Et quand j'ai lu ce livre, dès les premières pages, en fait, Douglas décrivait ce qui lui était arrivé quand il avait 33 ans. Il appelait ça Vivre sans tête. Et en fait, en lisant son texte, j'ai reconnu ce que j'avais vécu et ce que je vivais encore, c'est-à-dire cette impression cette impression d'être une vaste vision ouverte dans laquelle tout se déroule, en fait, et de plus être un individu, un sujet face à des objets. Et lui, il décrit ça très, très bien. Enfin, les premières pages, elles sont absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. C'était une description, la plus belle description de l'éveil, en fait, que j'ai lu. C'est très, très précis. Et donc, j'ai essayé de rencontrer cet homme, et il se trouve qu'il venait à Paris 2 jours après, donc ça tombait bien. Et donc, je suis allé le voir, et lors de son atelier, il présentait des outils pour permettre aux gens de faire ce basculement de conscience. Des outils très simples, en fait. Et j'étais absolument stupéfait de voir comment il s'y prenait pour opérer ce basculement. Sa pédagogie était extrêmement efficace. En fait. Moi, j'avais trouvé ça un peu par hasard en lisant ce texte, ce livre de Maharaj. J'avais tâtonné, j'avais essayé intuitivement de comprendre ce que Maharaj disait, mais là, avec Douglas Harding, on avait une pédagogie incroyablement précise qui permettait à beaucoup de gens, pas à tous, mais à beaucoup de gens de basculer dans cette conscience non duelle. Alors lui, il appelle ça méditation. Meditation for marketplace, méditation pour la place du marché. Donc c'est une pratique, si vous voulez, une pratique méditative, mais très très différente de la méditation que je faisais dans le bouddhisme zen. Dans le bouddhisme zen, c'est très formel, on s'assoit sur un zafu, les jambes en lotus, demi-lotus, enfin vous connaissez. Là, aucune posture nécessaire. Et la seule pratique, c'est de toujours revenir à cette vacuité, à cette ouverture qu'on a une fois découverte. Le premier point, c'est de découvrir cette ouverture, cette vacuité, et après d'y revenir encore et encore dans le quotidien. Et embrasser tout le quotidien dans cet espace. Voilà. Et donc, on est devenus amis avec Douglas, parce que j'ai adoré l'homme, et aussi d'ailleurs sa femme, Catherine Harding, qui venait de rencontrer, alors que quand j'ai rencontré, il avait déjà 84 ans, et il venait de se marier avec Catherine, qui avait 63, 64, comme ça. Et donc, ensuite, j'ai travaillé avec lui. Je suis d'abord allé voir ses stages, tous les stages qu'il faisait en France, en Angleterre. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui venaient autour de lui, attirés du monde entier pour ses ateliers, des États-Unis, d'Israël, d'Amérique du Sud, partout, partout. Voilà. Et voilà. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, si vous êtes d'accord ce soir, c'est cette méditation pour la place du marché, cette approche non duelle, cette pédagogie que je trouve assez extraordinaire, qui, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, ouvre l'accès à qui nous sommes vraiment, vraiment. Donc, on a appelé ça, je crois, l'éveil de la conscience. Voilà. Et après, je pourrais aussi vous dire aussi peut-être les différences que je vois avec la méditation de pleine conscience, en tout cas ce que j'en comprends, puisque tout à l'heure, avant que vous arriviez, on parlait de Christophe André, que je connais, j'ai fait des conférences avec lui, je connais Christophe, je connais bien aussi d'autres enseignants de pleine conscience, et je vois des différences. Je vois des différences entre l'approche, la méditation de pleine conscience, chez certains, pas chez tous, chez certains, et cette approche non duelle. Mais je reconnais qu'il y a des enseignants de pleine conscience, quelques-uns, qui aussi opèrent dans cette approche non duelle, en fait. Toujours laïque, cette approche non duelle. Et même d'ailleurs, Kabat-Zinn, quand on lit Kabat-Zinn, notamment Coming to Our Senses, il y a des chapitres sur la non-dualité. Enfin, c'est très clair. Lui, il a eu des grands maîtres zen. Il a eu Seung San, par exemple, qui est un maître formidable zen coréen. Il a rencontré des maîtres de Dzogchen. Donc, il parle de non-dualité, je veux dire, très, très souvent, en fait, de non-dualité.
Et pendant le confinement, j'ai suivi quelques-unes de ces méditations, puisqu'elles étaient gratuites tous les jours à 8 heures. Je ne sais pas si vous aviez assisté en 2020. Donc, j'en ai vu certaines. Et là, beaucoup étaient très, très non-duels, en fait. Rien à faire, nulle part où aller, on s'assoit dans la présence, pure vacuité. C'était aussi très direct. Mais, bon, je ne suis pas polémiqué du tout, je parlais pour ça, hein, mais disons, voilà, j'ai remarqué quand même que chez certains enseignants, ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que c'est un cadre différent, c'est un cadre aussi peut-être un cadre thérapeutique, ou puis les gens qui viennent ne sont pas forcément des gens qui s'intéressent à la spiritualité. Il y a plein de raisons qui font que les gens viennent faire la méditation. Toutes les raisons sont bonnes, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont intéressés par la spiritualité, la mentalité. Voilà. Donc certains enseignants peut-être ne parlent pas de cet éveil. Alors, ça vous va pour l'instant comme approche? Voilà. Donc, alors, 2 mots sur Douglas Harding. Vous le connaissez tous ou pas? Christian, tu le connais un peu? Axel aussi? Marie-Félicie, tu le connais, non? Oui? Raphaël aussi? Oui? Ouais, okay. Donc, juste 2 mots sur lui. Alors, Douglas, bon, c'était un architecte. Il est né en 1909. Et en parallèle de son métier d'architecte, il y avait une recherche spirituelle, philosophique. Donc, il a d'abord fait un travail intellectuel très important. Enfin, chez lui, il avait une bibliothèque sidérante, quoi, extrêmement importante. Et puis, en 1943, il est tombé il était en Inde à cette époque pour son travail. Mais c'est pas en rencontrant un Indien que ça s'est passé, c'est en rencontrant un livre écrit par un physicien autrichien qui s'appelle Ernst Mach. Et voilà, en lisant ce livre, à un moment donné, il est tombé sur un portrait très célèbre de Ernst Mach, qui est un portrait en première personne. Je l'ai pas là, mais c'est un portrait où, en fait, Mach se dessine tel qu'il se voit maintenant. Et d'ailleurs, on peut tous regarder aussi ce que vous voyez Mach, parce que regardez, si vous voyez vous regardez vos jambes, là, regardez vos pieds. On va dire que c'est le premier exercice. Vous regardez vos pieds, donc voilà, on pourrait dessiner nos pieds, ensuite nos mollets, nos genoux, nos cuisses, on voit nos 2 mains, nos 2 bras, puis vous pourriez dessiner votre ventre, votre poitrine, et puis là, au-dessus des épaules, vous ne pouvez rien dessiner parce que vous ne voyez rien. Au-dessus des épaules, vous ne voyez rien, il y a un espace vide en fait. Et donc, Ernst Mach, dans le dessin d'Ernst Mach, on voit les pieds, les jambes, le ventre et les mains, et puis un grand espace vide au-dessus des épaules. Et Ernst Mach, dans son texte, parce qu'il commande ce qu'il écrit, ce qu'il dessine, et Ernst Mach dit, voilà, on peut plus, il n'y a plus personne, il dit, il n'y a plus de moi. Das Ich ist unrettbar. On ne peut pas sauver le moi. Il n'y a plus de moi. Il parle de non-dualité aussi, Ernst Mach. Et donc, quand Douglas a vu ce dessin, il a basculé dans la vacuité. On peut dire, il s'est éveillé à sa vraie nature. Et donc, c'est marrant, c'est en lisant un livre d'un physicien autrichien qui a découvert sa vraie nature. Voilà. Et ensuite, il est rentré en Angleterre et il a essayé de relier son expérience aux grandes traditions spirituelles. Donc, il a beaucoup lu, les maîtres zen notamment. Et il a essayé de partager ça avec ses contemporains. Donc, il a écrit un énorme livre. Énorme, hein, ça faisait, je ne sais pas, peut-être 1000 pages. Il n'a pas réussi à éditer d'ailleurs, qui s'appelait The Hierarchy of Heaven and Earth, la hiérarchie du ciel et de la terre. Et puis, les bouddhistes ont entendu parler de lui à Londres et ils lui ont demandé de faire une petite conférence à la Buddhist Society of London. Et pour ça, il a écrit un petit texte. Et il a donné ce texte à taper à sa secrétaire, parce qu'il était architecte, il avait un bureau. Et la secrétaire, en tapant le texte, où il décrit son expérience d'éveil, a eu l'éveil aussi. D'ailleurs, elle a fait ce basculement dans la vacuité. Et donc, pour Douglas, c'était extraordinaire, parce que c'est la première fois où il pouvait partager son expérience avec avec un contemporain, quoi. Et donc, du coup, il a écrit un livre, Vivre sans tête, qui est devenu un best-seller dans les années 60. Et des gens sont venus le voir, en fait, un peu partout, beaucoup des États-Unis. C'était l'époque où les jeunes Américains s'intéressaient à la fois à la marijuana et à l'éveil. Et donc, il a commencé à développer une pratique, on pourrait dire, laïque, très moderne, une pratique avec des exercices d'attention pour permettre aux gens donc, de découvrir la vraie nature. Alors, au début, il y en a eu un exercice, puis 2, puis 3. Et moi, quand je l'ai rencontré, en fait, en 93,
Pendant une semaine, on développait à peu près une vingtaine d'outils, une vingtaine de clés pour ouvrir les serrures de la conscience. Voilà. Et voilà, puis donc il passait son temps à parcourir le monde avec une valise qu'il appelait la trousse à outils pour permettre à des gens, aux gens qui s'y intéressaient, de découvrir cette vraie nature. Voilà. Et moi, quand je suis allé au stage d'été avec lui en 93, en Ardèche, au Taillé, il y avait pas mal de monde. Il y avait 2 semaines à l'époque, une semaine pour les Anglais, une semaine pour les Français. Donc 50 personnes à peu près. Et je me disais en allant là-bas, bon, il y a Douglas qui voit sa vraie nature, et puis c'est tout, quoi. J'avais cette idée du maître des disciples. Même si j'avais rencontré à Paris, j'avais vu que ça ne collait pas tout à fait à ça. Et en arrivant là-bas au Taillé, je me suis aperçu que sur 50 personnes, il y avait bien une trentaine de personnes qui voyaient leur vraie nature très clairement. Certains depuis 2 mois, certains depuis 1 an, certains depuis 30 ans. Et du coup, pendant une semaine, ce qui était extraordinaire, c'était que le mode de vie normal, le mode de vie naturel, c'était de vivre à partir de cette conscience nouvelle, à partir de cette présence. Ça, c'était extraordinaire. Et du coup, il n'y avait pas un gourou et des disciples, il y avait des amis qui étaient là, qui se réunissaient pour partager ce qu'il appelait le trésor de notre vraie nature. Et ça a eu un impact très, très profond sur moi, parce que je me suis aperçu que oui, on pouvait absolument partager cette expérience, que c'était naturel, que c'était simple, qu'on en fait toute une histoire et plein de tralala, alors que ce n'est pas nécessaire. Et que voilà, et que cette pédagogie, pour certaines personnes, pas pour tous encore, pas pour toutes, mais pour certaines personnes, ça fonctionne de manière extraordinaire, en fait. Donc, j'ai eu l'impression, en le rencontrant, que Douglas Harding avait opéré une percée, en fait, dans l'histoire de la spiritualité. Et parce que ce qui semblait dans les textes spirituels parfois obscurs, il faut bien reconnaître, parfois un peu noyé sous des symboles ou des phrases un peu sibyllines, là, ça devenait simple, ça devenait clair, ça devenait transparent, limpide. Et voilà, et donc je trouve que son travail est, pour moi, et pour d'autres, de ce point de vue, il est vraiment extraordinaire, en fait. Et même pour tout vous dire, je pense c'était un génie, en fait. C'est-à-dire, le génie, c'est comme ça que Nietzsche le définit, je crois. Le génie, c'est celui qui est capable de nous montrer ce qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas. On ne voyait pas que la Lune tombait sur la Terre. Il faut que Newton nous le montre. Et voilà, Douglas, ça a permis de voir ce qui était évident, mais qu'on ne voyait pas. Et voilà, alors il est mort en 2007, à 98 ans. Il est mort dans son lit. J'étais avec lui quelques heures avant. Il est mort tout à fait détendu. Il disait qu'il en avait assez de Douglas, que c'était bien qu'il s'en aille, que Douglas parte. Et depuis sa mort, donc, il y a des ateliers qui continuent dans le monde entier, vraiment dans le monde entier, au Japon, partout en Europe. Et il y a des Zooms comme ça tous les soirs, tous les jours, dans différentes langues. Et donc les gens viennent comme ça partager cet enseignement d'éveil à soi-même. Voilà. Donc cet exercice, enfin cette approche, elle est basée sur des expériences d'attention. Des expériences d'attention. Alors en anglais, il disait experiments. Alors si on traduit par exercice, c'est pas une bonne traduction parce que quand on parle d'exercice, on a l'impression qu'on va s'améliorer en fait en pratiquant ces exercices. Par exemple, on fait des exercices de piano. Au début, on joue mal, mais dans 10 ans, on sera capable de faire un concert. Et dans 20 ans, peut-être qu'on fera la salle Pleyel. Donc on va s'améliorer. Alors que là, il n'y a pas d'amélioration dans ces expériences parce que quand on le voit dans l'instant, c'est parfait en fait, tout de suite. C'est parfait tout de suite. Donc, c'est plutôt expérience au sens d'expérimentation scientifique. C'est-à-dire que voilà, le scientifique dans un laboratoire, il met en place un contexte pour observer les faits, sans préjugés. On regarde les faits. Donc, il voit, je sais pas, il a mis en place un système, il regarde la température, 20 degrés, par exemple. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ce sont des contextes. Un contexte, il permet d'observer ce que d'habitude, on ne voit pas. Enfin, il y a des gens qui... d'habitude, il y a des gens qui le voient. Moi, je sais que je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Je pense qu'on le voit quand on est enfant. Je pense qu'on voit cette présence quand on est enfant. Moi, j'en ai des souvenirs très nets quand j'étais enfant. Et je pense qu'on le perd après,
on perd la conscience de cette présence pour différentes raisons, on pourrait expliquer d'ailleurs. Et donc, moi, je n'ai plus vu cette présence, en gros, je dirais, je crois que j'ai définitivement perdu quand j'avais 9 ans, quand je suis entré au collège, en fait. Et je l'ai retrouvé après, grâce à Nisargadatta Maharaj et à Douglas. Donc, pendant presque 20 ans, je ne l'ai plus vu du tout. Du tout. Alors après, il y a des gens qui continuent quand même d'avoir un aperçu dans leur vie de cette présence, cette ouverture. Je sais que Catherine Harding, la femme de Douglas, elle m'a souvent dit qu'elle avait, quand Douglas lui a parlé de ça, lui a présenté cette ouverture, elle m'a dit qu'elle en avait toujours plus ou moins conscience, en fait, qu'elle n'était pas si lointaine. Voilà. Bon, moi, j'étais très mauvais, j'étais complètement à l'ouest, complètement identifié au personnage, je n'avais plus du tout conscience de cette présence. C'est pour ça que ça m'a fait un choc quand j'ai découvert. Voilà. Donc, cette pratique, qui est une pratique basée sur des expériences d'attention et qui nous permettent de voir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire ce que nous sommes au centre, notre vraie présence. Et pourquoi faut-il des expériences d'attention? Comme je l'ai dit, parce qu'on est distrait, en fait. On ne voit pas les choses. La plupart des gens sont absolument inattentifs à cette présence, comme je l'ai été moi-même pendant toutes ces années. Et donc, alors, il y a plein de voies qui mènent à cette expérience, à cette découverte de la présence, plein. Je ne dis pas que c'est la seule, heureusement, il y en a plein. Je pense qu'il y a autant de voies que d'individus, d'ailleurs, parce que chaque chemin est unique, en fait. Et tous les chemins qui mènent à Rome sont les bons chemins. Il y a plein de voies. La méditation est un bon chemin aussi. La méditation zen est un bon chemin. Mais ça n'a pas marché pour moi. Ça a été important, mais ce n'est pas ça qui a fait le basculement. C'est Nisargadatta Maharaj et Douglas Harding. Voilà. Donc, on peut appeler ça méditation. On peut appeler ça méditation puisque c'est une pratique méditative, oui, si on veut, mais informelle. C'est-à-dire que j'ai jamais vu Douglas s'asseoir pour méditer, s'asseoir de manière formelle. Par contre, il méditait tout le temps, même en parlant, même en faisant ses courses. Donc, c'est une méditation informelle. Et le premier point dans cette méditation informelle, c'est de prendre conscience de la présence. Le chemin ne commence que quand on a pris conscience de la présence. Alors, la présence, on peut l'appeler de différents noms. Ça peut être Atman, Brahman, ça peut être la vacuité, peut-être le soi, le royaume, ou simplement la présence ou la conscience. Donc, ça commence avec ça, cette approche. Prendre conscience de la présence. Et ensuite, le chemin va consister à intégrer tout son quotidien dans cette présence qu'on vient de découvrir. C'est intégrer toutes nos activités, c'est-à-dire rester conscient de cette présence, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire, certes, en marchant dans la forêt, c'est beaucoup plus facile sans doute, mais aussi quand on se promène à Paris, quand on va au supermarché, voir cette présence quand on est seul, ou aussi quand on est en groupe, quand on est même en train de faire un cours, voir cette présence quand on est immobile, assis tranquillement, en train de regarder le paysage, ou quand on fait des trucs. Donc, voir cette présence quand on se tait, quand on est silencieux ou quand on parle. Donc, voilà, le but, c'est d'intégrer, comme je le disais, tout le quotidien dans cette présence. Et donc, Douglas a mis au point tout un ensemble d'outils qui correspondent à toutes ces situations, en fait. Il y a des expériences pour la relation, il y a des expériences pour quand on parle, il y a des expériences pour quand on marche, il y a des expériences pour quand on est immobile, pour quand on a les yeux ouverts, pour quand on a les yeux fermés. Il y a des expériences qui passent par le son, des expériences qui passent par le goût, des expériences qui passent par la vue. Donc, en fait, il y a plein d'approches pour permettre de découvrir cette présence éveillée. Alors, pourquoi il y a toutes ces approches? Je vous ai dit d'abord parce que il y a plein de situations différentes dans la vie, et puis aussi parce qu'on n'est pas forcément sensible à la même porte d'entrée, à la même clé, en fait. Pour certains, l'accès à la présence va se faire par les sons. Les yeux fermés, avec des sons. Donc, on avait des petites clochettes, comme ça. Pour d'autres, ça va être
ça va être en se déplaçant, hein, en bougeant. Pour d'autres, ça va être par la vue. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'outils, si vous voulez. Bon, mais en même temps, vous voyez, une fois qu'on a utilisé une clé et qu'on est rentré chez soi, on ne va pas ressortir pour utiliser notre clé. Hein. C'est une fois qu'on a découvert cette présence, ça y est, on y est, quoi. On est revenu à la maison. On est rentré chez soi. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, cette méditation, c'est pour ça que c'est mon dernier livre, là. Cette méditation, ça devient partout, tout le temps, sans effort. Ça devient une méditation. À la rigueur, on pourrait même parler de non-méditation, comme le font les bouddhistes du Mahamudra, non-méditation. Puisque, en fait, notre présence est toujours en état de méditation. Elle est toujours en état de vigilance, en fait. Nous sommes parfois distraits, mais la présence est toujours consciente. En fait. Donc, voilà. Au bout d'un moment, si vous voulez, eh bien, un peu comme l'oiseau qui vole sans battre des ailes, eh bien, cette présence, elle est vécue tout le temps sans effort. Voilà, donc c'est ça cette méditation. Première étape, voir sa vraie nature. Deuxième étape, y revenir dans le quotidien. Ça va? Alors, en fait, cette approche de Douglas, donc c'est une voie directe, comme l'est d'ailleurs comme l'est la méditation zen aussi, hein, parce qu'au fond, on s'assoit et on nous dit maintenant vous êtes Bouddha, donc c'est une voie directe aussi. Donc c'est une voie directe, comme il y a plein de voies directes dans l'histoire de la spiritualité. C'est très proche du bouddhisme zen, mais surtout du bouddhisme chinois Chan, en fait. C'est-à-dire des maîtres qui ont enseigné en Chine entre le 6e et le 9e siècle, 10e siècle. C'était des maîtres très directs qui ne mettaient pas tellement l'accent sur la méditation formelle, mais sur l'approche immédiate de notre vraie nature. Voir notre vraie nature. Instantanément, immédiatement. Des gens comme Wang Po, Wineng, Lindsay. Donc Douglas était très, très proche de ça. Il était très proche aussi du Dzogchen, qui est une voie du bouddhisme tibétain très directe. Dzogchen, dont les maîtres sont Padmasambhava, Longshengpa ou plein d'autres. Proche aussi des voies directes indiennes, comme le Shivaïsme du Cachemire, une voie qui date du Xe siècle, avec des maîtres comme Abhidhamma-Gupta. Donc c'est l'anupaya, la non-voie. C'est tellement direct qu'il n'y a même pas de voie. Comment est-ce que je pourrais aller de moi-même à moi-même? Comment je pourrais aller d'ici à ici? Essayer d'aller à ici. Ben non, j'y suis. Ben voilà, vous y êtes. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin de faire un voyage, puisqu'on y est déjà. Tout voyage nous en éloigne, finalement, au bout du compte. Ça suppose que la présence n'est pas déjà là. Or, elle est là, puisque je suis présent. Donc, il était proche du Shivaïsme du Cachemire, et il était proche beaucoup aussi de l'Advaita Vedanta indien. Il citait très souvent Ramana Maharshi. Et ce qui m'a assez fasciné chez lui, c'est que il n'hésitait pas du tout à faire son miel de plein de traditions, ce que, évidemment, certains traditionnalistes trouveraient hétérodoxe, quoi, et insupportable. Moi, j'étais guénonien quand je l'ai rencontré, donc ça a été dur pour moi. René Guénon est très traditionnaliste, et je l'étais un peu à l'époque. Je voulais me faire initier dans une tradition avec un maître, vraiment à l'ancienne, quoi. Et avec Douglas, lui, il dynamitait tout ça, quoi. Il dynamitait tout ça. La seule chose qui comptait pour lui, c'était l'expérience. Et il pouvait voir cette expérience chez tous les grands enseignants, en fait, tous les grands maîtres. Même dans le christianisme, il citait souvent Maître Eckhart et d'autres. Donc, sa thèse, et je crois qu'il a raison, c'est que toutes les traditions spirituelles parlent de la même expérience, qui est cet éveil à la présence. Simplement, elles en parlent de manière différente, parce que, évidemment, chaque tradition est liée à sa culture, conditionnée par son époque, sa culture, son lieu. On ne parle pas de la même façon si on est un chrétien du Moyen-Âge et un maître Chan du 7e siècle, ou si on est un brahman hindou du 5e siècle. Donc, il y a des différences dans la forme, mais au fond, tout ça sont des fleuves qui viennent de la même source. Et donc, du coup, cette liberté lui permettait de nourrir aussi son enseignement de tous ses maîtres. C'était ça, c'était extrêmement puissant aussi. Mais il me disait toujours, ce n'est pas dans les livres que nous trouvons l'autorité de cette expérience, c'est dans l'expérience elle-même. Que le livre, quel qu'il soit, même les siens, disait-il, ils sont toujours trop loin, ils sont toujours à 1 mètre de distance, en fait. Ils ratent la cible d'1 mètre, les livres. Et non seulement les livres, mais les autres aussi, les enseignants aussi, ils sont toujours trop loin, ils sont toujours là-bas, dehors. Ils ne sont pas au centre de nous-mêmes. Voilà,
Vous voulez peut-être poser quelques questions avant qu'on fasse un petit exercice? Ça résonne comment à vos oreilles? Ça a du sens ou vous vous dites qu'il est sacrément perché? Moi, je suis convaincu. Oui. Il y a deux choses, José. La première, c'est, je pense que c'est très amusant comme paradoxe d'expliquer qu'on est sans tête alors qu'on ne voit que nos têtes sur un écran de Zoom. C'est quand même pas mal comme expérience paradoxale, non? On va s'en servir d'ailleurs. Oui, absolument. Voilà. Et la deuxième chose, c'était plus une réflexion dans ce que tu disais de ramener la présence à chaque fois dans le monde quotidien. Ça me fait furieusement penser aux exercices de Dzogchen, où tu fixes un coin du plafond pour avoir accès à l'espace vaste et immense, et tu es dans cet espace et tu réintègres toute la vie quotidienne dedans. J'imagine que toi et Douglas, vous connaissez cette expérience. Oui. Le Rigpa, quoi. C'est ça, un Rigpa, oui, qui est un autre nom de la présence, absolument. Ouais. Mais qui, par contre, est lumineuse, alors que chez Douglas, je ne pense pas que ce soit décodé en lumineux. Non. Ah, si, en fait, il utilisait très souvent le mot lumière pour décrire cette présence, oui. Même si la lumière n'était pas dans les 6 caractéristiques qui donnent à cette présence. Il disait cette présence, elle est vide, elle est pleine, elle est éveillée, 3, elle est infinie, c'est-à-dire sans limite, elle est éternelle, au sens atemporelle, elle est hors du temps, et il rajoutait qu'elle était immobile, immuable. Il donnait ces 6 caractéristiques, mais très souvent, il utilisait quand même le mot lumière, la claire lumière en fait. Et quand en plus, lui, il a été éduqué dans une famille chrétienne très fondamentaliste, donc à la fin de sa vie, d'ailleurs, il revenait aussi vers cette culture, et évidemment, la lumière, c'est central dans le christianisme. Il a fait un livre sur l'évangile de Thomas, donc, avec bien sûr toutes ces phrases, vous êtes la lumière du monde, je suis la lumière, etc. Et la lumière, d'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve dans toutes les traditions spirituelles. Hein. Dieu, ça veut dire la lumière, en fait. Hein, Deo, c'est le jour, et en sanskrit, div, ça veut dire briller. Donc les devas, c'est les lumineux, et div, c'est ce qui brille, en fait, ce qui est clair. C'est la lumière, la conscience, en fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être vous proposer un premier exercice. Le plus simple de tous, c'est le premier que Douglas a découvert, en fait. Et après, on se servira des petites fenêtres. Alors, on va essayer de pointer la présence, en fait, vraiment de la découvrir, d'entrer en contact avec elle. Et pour ça, je vais vous demander d'utiliser votre doigt. Donc, a priori, vous êtes pourvu d'un doigt. Hein. Sachez que les gauchers ne sont pas du tout méprisés. Vous pouvez utiliser l'index de la main gauche si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer des objets dans la pièce et je vais vous demander de le faire aussi. Pas de me regarder faire l'expérience, ne servira à rien, en fait. Mais vraiment, faites-le. Hein, profitons-en, puisqu'on est là ensemble encore un peu. Donc, je vais pointer dans la pièce des objets. Je vais vous dire ce que je vois et je vais vous laisser voir si pour vous, c'est la même chose. Je vais aussi vous poser des questions et je vais vous demander d'y répondre en silence, simplement. D'accord? Alors là, donc, on va commencer par pointer le mur qui est devant nous. Donc, je vais décrire ce que je vois. Donc, je vois un mur. Donc, c'est un objet du monde qui a une certaine taille. Hein, on peut le mesurer, qui a donc une limite, qui n'est pas infinie, qui est coloré, qui a un âge. Hein, il est apparu un jour, il va disparaître un jour. Hein, donc, c'est un objet du monde, très classique. Voilà, on continue le voyage. Vous pointez le parquet, par exemple, ou le parquet ou le plancher ou la moquette. Donc là encore, vous avez un objet
du monde, qui est limité, qui a une taille, qui est coloré, qui a un âge aussi. Bref, c'est un objet du monde. On pourrait continuer, pointer à d'autres objets. Par exemple, je sais pas, moi, je pointe une lampe, c'est pareil. Hein, je pointe une lampe, donc je vois quelque chose qui a une forme, une taille, des couleurs et un âge. Donc, c'est un objet du monde. Très bien. Alors, on continue maintenant. Alors, très intéressant, je vous demande de pointer votre pied. Alors, bon, alors, ça semble être un peu différent, mais en fait, ma foi, non, parce que le pied, il a aussi des caractéristiques objectives. Vous voyez qu'il a une forme d'un pied. Il a une taille pas très grande. Il est coloré. Il a un âge, l'âge du corps, que vous connaissez. Et vous voyez qu'il est posé sur des objets. En fait, il est dans le monde des objets. Donc, c'est un objet comme un autre. Hein. Voilà. Très bien. Maintenant, vous pointez votre cuisse. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous avez un objet limité, coloré, avec une taille, une forme, un âge. Très bien, on continue le voyage, on se rapproche du centre, on n'est pas encore arrivé. Donc là, vous pointez votre ventre. Vous mettez le doigt à peu près 20 cm comme ça, du ventre. Donc vous avez le doigt, qui est aussi un objet. Vous avez ensuite un espace, à peu près 20 cm, et vous avez le ventre. Donc le doigt pointe encore vers le ventre, c'est-à-dire vers un objet coloré, limité, avec une taille, avec une couleur, un âge. OK. Pointez la poitrine maintenant, ou vers la poitrine plutôt. Donc là encore, le doigt pointe vers la poitrine, bon, un objet, comme les autres, coloré, limité, etc. Et tout ce qu'on a pointé pour l'instant, et on aurait pu faire ça à l'infini, hein, tout ce qu'on a pointé pour l'instant fait partie du monde, en fait, fait partie du monde objectif, fait partie du monde des choses, des objets. Bien. Et maintenant, avec la plus grande attention, je vais vous demander de pointer vers ce à partir de quoi vous regardez, c'est-à-dire vers l'endroit où d'habitude on place une tête. Donc vous avez le doigt qui pointe vers une direction. Et je vous demande, là, dans l'expérience de l'instant présent, de répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Répondez en silence. Qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Je ne vous demande pas ce que vous pensez, je ne vous demande pas ce dont vous vous souvenez, je vous demande ce que vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez une couleur, par exemple? Est-ce que vous pouvez dire si c'est vert, si c'est marron, si c'est noir ou jaune? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que le doigt pointe vers une absence de couleur, une transparence en fait? Peut-être même vers un vide. Est-ce que vous voyez une forme dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez une limite? Tout à l'heure, on avait des objets avec des bords qui étaient limités. Est-ce que vous voyez une limite dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez un âge dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez des traces temporelles dans la direction de ce doigt? Donc, dans l'expérience de l'instant présent, que pointe le doigt en fait? Est-ce qu'il est en train de pointer vers une chose qu'on appellerait une tête et dans laquelle vous seriez enfermé? On ne sait trop comment d'ailleurs. Ou est-ce que le doigt pointe vers un espace ouvert sans couleur, sans limite, sans forme, sans âge? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas constater que le doigt pointe vers rien, en fait, vers rien du tout, et certainement pas vers quelqu'un qui serait là en train de regarder. Donc, ce qu'on découvre maintenant, peut-être que vous l'avez découvert avant, mais c'est que dans la direction du doigt, au-dessus de nos épaules, il y a un grand espace transparent. Et si vous baissez le doigt maintenant, baissez le doigt doucement, vous voyez que l'espace transparent, il est rempli des objets qu'on a vus tout à l'heure, il est rempli du monde. Mais est-ce que l'espace se ferme pour autant, maintenant qu'on ne le pointe plus? Est-ce qu'il y a un grand voile rouge, noir qui est tombé pour fermer cet espace, ou au contraire, est-ce que cet espace reste ouvert? À partir de quoi est-ce que vous regardez le monde maintenant? À partir d'une boule ou à partir d'un espace ouvert qu'on peut, voilà, que j'indique comme ça avec mes mains, là. Un espace ouvert. Et donc, moi, c'est ce que j'ai découvert donc, ce 21 mars 92 à 15h de l'après-midi exactement. J'ai découvert qu'au-dessus des épaules, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas José en tout cas. Et ce doigt me le rappelle si jamais je l'oublie. Alors, qu'est-ce qu'il regarde si ce n'est pas quelqu'un? Alors ça,
Je dirais qu'il y a vision, c'est très mystérieux. Vous voyez que la description qu'avait fait Douglas tout à l'heure, hein, vide, plein, et là c'est vide au-dessus de vos épaules, c'est vide, c'est plein parce que c'est rempli du monde, c'est transparent. J'ai dit que c'était éveillé, bien sûr, c'est éveillé, infini, puisqu'il n'y a pas de limite. Et immobile, ça peut faire d'autres expériences pour s'en apercevoir. Et c'est donc cet espace, on peut l'appeler espace, hein, cet espace de la conscience, cet espace de la présence. En général, on ne le perçoit pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu pendant des dizaines d'années. Parce que, pour une raison simple, c'est qu'on s'identifie au corps. En fait. Voyez-vous, on s'identifie au corps. Et en particulier à la tête, au visage. Et donc, cette présence infinie, sans forme, cette pure conscience, tout d'un coup, on la chosifie. Alors, c'est graduel, hein, ça prend du temps, hein, parce que ça va prendre des années avant qu'on se rétrécisse comme ceci, qu'on s'enferme dans le corps, mais c'est ce qui se passe. On devient très petit. On dit qu'on grandit, en fait, non, on rapetit. On devient tout petit. Et c'est pour ça qu'on se sent mal et qu'on se sent incomplet et on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et oui, il nous manque quelque chose, il nous manque la présence, la conscience de la présence. Donc ce geste-là, vous voyez, indique un retournement de l'attention de 180 degrés. Et je voudrais un instant insister sur ce retournement de la conscience de 180 degrés. Il est fondamental. Parce que dans beaucoup... D'abord parce qu'en général, on regarde dans cette direction, on regarde vers le monde, en fait, on regarde vers l'extérieur. C'est bien de regarder à l'extérieur, mais le problème, c'est qu'on néglige la source. Donc on regarde le monde, on regarde les objets, et dans les objets, il y a aussi nos pensées, nos émotions, enfin tout un monde intérieur qui nous fascine, le monde nous fascine, qu'il soit un monde physique des objets ou le monde humain ou le monde mental. Donc, du coup, on ne voit plus la source. En fait. On ne voit plus celui qui perçoit, on ne voit plus cela qui perçoit. C'est pour ça que le retournement est essentiel. Et ce retournement de l'attention, il est au cœur de toutes les traditions. Toutes. À un moment donné, que vous pratiquez le bouddhisme, ou le soufisme, ou l'Advaita Vedanta, ou le christianisme, vous allez tomber sur cette instruction, regarde en toi-même, retourne-toi. Le royaume des cieux est en toi. Et le livre que j'avais écrit avant celui-là, c'était précisément sur ce retournement, le retour à soi. Donc c'est essentiel de se retourner, de faire pivoter l'attention de 180 degrés. Mais dans certaines méditations, ce retournement n'est pas opéré. Il n'est pas opéré parce que dans certaines méditations, et même je le crains en zazen, en tout cas dans la méditation zen que j'avais pratiquée, on nous demande d'être attentif à notre corps, on nous demande d'être attentif à nos sensations, d'être attentif à notre respiration, on nous demande d'être attentif au son, peut-être à nos pensées, mais ce retournement de l'attention n'est pas toujours opéré. Et s'il n'est pas opéré, alors on ne reconnaît pas l'espace. Alors, heureusement, parfois, les gens, quand ils sont en méditation, même si on ne leur dit pas de retourner leur attention, leur retournement se fait, en fait, de lui-même, spontanément, en fait. Ça arrive, bien sûr. Mais pour moi, la méditation doit inclure ce retournement de l'attention vers l'espace. Parce que sinon, le moi, si vous voulez, le moi, il n'est pas interrogé. Il y a toujours un moi qui médite. Moi, José, je médite. Moi, José, je suis attentif. Moi, José, je scanne mon corps. Moi, José, je suis attentif à mes pensées. Donc, le retournement de l'attention permet de revenir au centre, de voir qu'au centre, il n'y a pas de moi qui médite. Il n'y a personne qui médite. Il y a la présence ouverte et éveillée. Kabat-Zinn parle de ce retournement. Il appelle ça la rotation orthogonale. Il en parle très précisément. Et c'est fondamental, en fait. C'est la clé, en fait. Tous les expériences de Douglas, en fait, sont des expériences de retournement de l'attention. Alors, c'est une façon de parler, retournement de l'attention, parce qu'en fait, on pourrait même dire qu'il n'y a pas besoin de faire ça, puisque la présence, elle est parfaite telle qu'elle est. Et pédagogiquement, c'est utile de parler de retournement de l'attention. Je trouve. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que j'ai fait en lisant Nisargadatta Maharaj. En fait, j'ai ramené mon attention à la source. J'ai comme un saumon qui remonte, vous voyez, dans une rivière à l'endroit où il est né, en fait. C'est pour ça, les saumons. Ils naissent en rivière,
ils descendent le coup à la rivière, ils vont en mer très loin, et puis après, ils reviennent mourir à la source. Enfin, là, il ne s'agit pas de mourir, mais de revivre, mais enfin, d'une certaine façon, si, c'est aussi une mort à l'identification à l'individu. Donc, le retournement d'attention est fondamental, en tout cas pour moi, fondamental. C'est très simple, en fait. Hein. Au lieu de simplement regarder le monde, vous regardez aussi l'espace dans lequel le monde apparaît. Et Douglas illustrait ce retournement par cette double flèche. Regardez, si vous voulez bien le faire aussi, voilà, vous prenez un doigt donc, qui pointe vers l'espace, un doigt qui pointe vers le vide, vers le grand rien, et vous pointez avec l'autre doigt vers le monde. Voilà. Donc, la présence, finalement, elle est attentive dans les deux directions de temps. À la fois, on est attentif à l'espace et au monde qui vient remplir l'espace. On est attentif au vide et à la forme. Et les deux ensemble, d'ailleurs, quand on baisse les doigts, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas cette dualité, quoi. Les deux sont confondus. C'est ce que disent les bouddhistes dans le Sutra du cœur, qu'on chante à la fin de chaque séance du zazen. La forme est le vide et le vide est la forme. Le vide, c'est ici, la forme est là, mais les deux sont unis. Le vide est la forme et la forme est le vide. Ça, c'est nirvana. Ça, c'est samsara. Mais en fait, ça, c'est aussi nirvana. Les deux sont unis. Donc, retournement de l'attention à sa source. C'est ça la clé. Et c'est super simple, en fait. Hyper simple. C'est simple, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'il y a d'énormes forces qui nous tirent vers l'extérieur. Il y a d'énormes... Et le courant, en fait, le courant qui nous tire vers l'extérieur est puissant. Le courant, ça peut être l'intérêt pour les choses extérieures, ça peut être les émotions, ça peut être le stress, ça peut être l'inquiétude, la peur, la mémoire, l'habitude, les autres qui, la famille. Enfin, voilà, il y a plein de forces qui nous tirent à l'extérieur. Donc, pour rester centré dans le quotidien, ça demande une pratique. Ça demande une pratique, c'est sûr. Donc, il ne suffit pas de voir une fois. Il faut voir une fois cette ouverture, mais il ne suffit pas de la voir une fois pour ensuite toujours vivre à partir de cette présence. Il faut y revenir encore et encore jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et un des trucs qui aide énormément, c'est de faire des rencontres avec des gens qui vivent cette expérience, parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup. C'est très aidant. En fait, quand autrui, si on peut parler d'autrui, si autrui vit à partir de cette ouverture, ça m'autorise aussi à vivre à partir de cette ouverture, sans masque, en fait, sans ego. Alors, tout à l'heure, Christian parlait de ces petites images sur l'écran. C'est vrai que c'est bizarre de dire on n'a pas de tête alors qu'on voit que ça. Là. On voit... Vous voyez vos têtes aussi sur l'écran là? Oui. Oui, absolument. Mais la question, c'est où sont nos têtes? Où est notre tête? Vous voyez que votre tête, elle est sur l'écran là-bas. C'est-à-dire, elle est à peu près à 1 mètre. Vous êtes au centre. Au centre. Elle dit votre apparence. Et tout notre peut-être distraction, c'est que nous confondons notre essence, ce que nous sommes vraiment, vraiment, avec notre apparence. Je dis, bah oui, là, c'est moi, là, c'est José, bien sûr, c'est moi. Pourquoi? Où est le problème? Pas le problème, c'est moi. Donc, c'est une habitude tellement ancienne, tellement inconsciente qu'on ne la remet pas en cause, en fait. Je suis ce que je vois là-bas sur l'écran ou dans un miroir. Et en fait, on peut très facilement, avec cette caméra, voir la différence entre ce que nous sommes, vraiment, 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 au centre, et ce que nous paraissons être. La caméra, elle est formidable pour ça. Regardez José. Je vais faire l'expérience avec José. Regardez José. Vous le voyez en grand, là, sur l'écran, ou en petit? Peu importe. Regardez José. Donc ça, c'est l'apparence. Hein. C'est mon apparence à 1 mètre. Évidemment, si je m'approche, mon apparence, elle va changer. Vous allez voir mes points noirs. Bon, et si je m'éloigne, elle change encore. Mais je vais vous montrer ce que je suis au centre. Comment faire? C'est très simple. Je vais vous faire venir ici au centre. Voilà. Ce que je suis, c'est ça.
c'est ce que je pointe avec le doigt, c'est-à-dire cet espace ouvert. Ici, il n'y a personne. Il n'y a pas José, vous voyez. Ça, c'est ce que je suis, c'est aussi ce que vous êtes, cet espace ouvert. D'ailleurs, qui est beaucoup plus grand, hein, parce que là, il est limité sur l'écran. Cet espace ouvert. Vous voyez? Et dans cet espace ouvert, apparaît le corps, oui, le corps, les bras. Et c'est complètement vide, en fait. Ça, c'est ce que je suis. C'est ce que vous êtes aussi. Et notre apparence, mon apparence, pour avoir mon apparence, il faut que je déplace la caméra et que je la mette loin, loin là-bas, à 1 mètre. Oh là, là, là. Là, on a mon apparence, à 1 mètre. Vous voyez la différence entre l'essence et l'apparence? Je trouve que la caméra, c'est un formidable outil pour le voir, en fait. Nous sommes cet espace ouvert et nous paraissons être ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme. Très limité, très limité, qui a l'air d'être très opaque, très solide, avec un âge. C'est notre apparence. Et ce que nous sommes au centre, c'est cet espace ouvert. Donc c'est très simple, il suffit simplement d'opérer ce retournement. C'est très drôle en plus, en fait. C'est un jeu d'enfant. Et d'ailleurs, je parlais des enfants tout à l'heure, moi Lorraine, mon épouse, est un professeur des écoles avec des petits. Elle me raconte très souvent des témoignages d'enfants qui parlent à partir de cette présence consciemment. Parce que vous pouvez avoir un petit enfant de 4 ans qui parle très très bien en fait. Et par exemple, Lorraine m'a raconté qu'un jour, une petite fille vient la voir dans la cour et elle lui prend comme ça le bas de la robe, elle lui dit « Maîtresse, maîtresse ». Oui, enfin, donc oui, maîtresse, maîtresse, je suis très grande, maîtresse. Ah bon, tu es grande, tu es très grande, tu es grande comment? Parce qu'a priori, vous voyez, vu de l'extérieur, elle avait 4 ans, donc tout petit. Ah bon, tu es grande comment? Et elle dit, je suis grande comme ça, maîtresse. Et elle écarte les bras. Et du coup, tout autour d'elle, les autres aussi, les autres enfants, et moi aussi, maîtresse, je suis grand comme ça. Ils ont fait leur coming out, là, vous voyez, moi aussi, comme s'ils partageaient un secret. Et voilà, quand nous étions petits, en fait, nous étions très grands, et quand nous sommes devenus grands, en fait, nous sommes devenus très petits. Donc là, vous voyez, on a fait comme ça même 3 petites expériences. La première, c'est voir son corps, comme on l'a vu tout à l'heure, en regardant vraiment son corps, on voit qu'au-dessus des épaules, il n'y a rien. Le doigt, deuxième expérience, le doigt nous ramène aussi à la vacuité. Et puis là, avec la caméra, voilà, on voit la différence entre l'apparence et l'essence. Je fais une petite pause, vous avez peut-être des questions? Après, je ferai un exercice qui ressemble plus à une méditation formelle. Moi, j'aurais bien une question, mais je ne sais pas si c'est à propos. Alors, bon, je la tente quand même et je laisse l'espace à dire si c'est juste ou pas. Tout à l'heure, tu disais vivre sans ego, finalement, et que cette présence permet de vivre sans l'ego. Et moi, en fait, quand j'entends ça, ça réveille une sorte de vigilance, comme s'il y avait une sorte d'exclusion de l'ego dans cet arrière-plan, finalement, dans lequel est cette présence. Et j'ai remarqué, en tout cas moi, avec mon expérience, enfin, c'est très personnel du coup, que cette relation à l'arrière-plan, elle peut être très extasique, elle peut être très goûteuse, très tout, quoi. Mais du coup, il y a toujours enfin, c'est juste comment prendre soin de l'impermanence et de ce que tu appelles l'objet, le monde extérieur, le monde intérieur, et en même temps de rester en relation avec cet arrière-plan, qui est une expérience non duelle et qui est une expérience assez fondamentale, je pense, à vivre pour la goûter. Mais après, comment revenir à l'avant? Parce que moi, dans mon expérience, je reste intimement convaincu qu'il y a toutes ces manifestations du vivant aussi dont on peut prendre soin, dont on peut être avec, dont on peut apprendre à choyer, à peut-être amener de l'amour, amener voilà, des qualités qui sont aussi les nôtres. Et je ne sais pas qui est le nôtre.
Mais du coup, est-ce que le but, ce serait de ne plus avoir d'ego et du coup de se fondre dans cet arrière-plan et de disparaître? Ou est-ce qu'on pourrait faire des allers-retours et finalement se ressourcer, mais venir après à l'avant-plan pour continuer à être ces jardiniers du vivant, quoi? C'est une très bonne question que tu poses, parce que quand j'ai découvert cette approche et cette expérience, en fait, donc j'étais assez jeune finalement, et j'ai tout de suite été fasciné par le vide, en fait, par cette vacuité. J'ai en quelque sorte presque voulu m'y fondre. J'ai arrêté de travailler, j'ai vendu tous mes bouquins, j'ai démissionné. Voilà, je voulais être comme Raman Maharshi dans une grotte. J'étais vraiment fasciné par le vide, le désert, ce rien. Et donc, j'ai complètement négligé mon humanité, mon personnage, mon moi. Et j'étais très surpris, quelques mois après, de m'apercevoir que j'avais encore des sentiments humains. C'est-à-dire que j'avais encore des tristesses ou des colères. Et je ne savais pas trop quoi faire finalement de ces sentiments qui étaient là. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça avait été une erreur de foncer comme ça, absolument, enfin une erreur, peut-être, disons, ça devait passer par là, mais en fait, il fallait retrouver un équilibre entre le vide et la forme, entre l'impersonnel et le personnel, on va dire entre le divin et l'humain, pour prendre un langage religieux. Et en plus, Douglas ne cessait de le répéter, quoi. Il ne s'agit pas du tout il s'agit pas de vivre sans ego, en fait. Sans ego, on ne peut pas fonctionner dans le monde. Il s'agit simplement de voir que l'ego n'est plus au centre. L'ego, on va dire, il est périphérique, c'est-à-dire qu'il y a encore des désirs, encore une mémoire, encore des pensées, encore des projets, bien sûr. Mais toute cette vie humaine, qui est très, très précieuse, très importante, elle est embrassée dans une présence beaucoup plus large qu'elle, si tu veux. Voilà, le moi est embrassé dans une présence beaucoup plus large. Donc, il ne s'agit pas du tout de se débarrasser du moi, mais de voir plutôt où est sa place, en fait. Et sa place, elle n'est pas au centre. Au centre, il y a ce mystère. Au centre, il y a cet inconnu et ce diamant brut, en fait. Et du coup, ce qui va être fascinant, en fait, dans ce cheminement, c'est de voir comment le moi peut, en quelque sorte, s'harmoniser avec cette présence. Comment l'humain peut s'harmoniser avec ce qui est, avec cet impersonnel, en fait. Et du coup, voilà, on s'aperçoit que le moi peut se mettre, en quelque sorte, à exprimer, je crois, cette présence. Et chacun aura d'ailleurs sa façon différente de l'exprimer, en fait, de le vivre, de l'incarner. Il faut voir ça comme ça. Et donc, ce qui est passionnant, c'est d'avoir à la fois le vide et la forme, l'impersonnel et le personnel, l'illimité et le limité, le sans-moi et le moi, ensemble, en fait. C'est toujours cette double flèche. Donc, et je crois même qu'on ne peut pas vraiment vivre son moi si on n'a pas découvert ce fond, cet arrière-plan que tu appelais, ce que tu appelais l'arrière-plan. Parce que cet arrière-plan impersonnel est absolument libre, absolument en état de quiétude, et c'est ce qui va nous permettre de développer aussi ce moi, parce qu'il est souvent engoncé, ce moi, par des peurs, des craintes, des conditionnements. Il n'est pas authentique. Donc, à partir de cet arrière-plan, cette présence qu'on vient de découvrir, eh bien, on va voir enfin le moi authentique à émerger. Et ça, c'est merveilleux. Les gens qui vivent leur vraie nature, ils ne sont pas tous des clones les uns des autres. Au contraire, ils ont une présence très forte, en fait, très forte. Ils sont très incarnés. Et ils ont une manière très personnelle de le manifester. Pas forcément en faisant des stages, hein, c'est peut-être de mille façons, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est les deux. Ce n'est pas que le vide. S'il n'y avait que le vide, ça serait ennuyeux, je pense. Que le vide. Bon, c'est fascinant au début, mais au fond, le vide. S'il y avait que la forme, s'il n'y avait que le moi, c'est l'enfer. Au début, c'était drôle. On s'est bien éclaté dans la dualité de 7 ans à 20 ans. C'était super, on allait en boîte et tout, la dualité, super. Hein. Puis au bout d'un moment, ça devient l'enfer. Hein. Donc, mais les deux ensemble, c'est extraordinaire. C'est une vie merveilleuse. Les deux ensemble. À la fois l'impersonnel et le personnel. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est assez mystérieux, cette union. C'est assez mystérieux. Comment ça fonctionne, je ne sais pas trop. En fait. Je ne cesse de m'interroger sur. Parce qu'il y a des moments où le moi n'est plus là aussi. Il y a des moments où simplement il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attente, il y a juste la présence. Donc, il y a des moments où il y a juste la présence. Mais bon, le moi revient et c'est très bien qu'il revienne parce que c'est notre véhicule aussi. Ce corps, par exemple, c'est notre véhicule. Je ne vais pas me suicider pour me fondre dans la vacuité. Non, je vais voir comment vacuité va utiliser ses mains
Et Douglas citait souvent une phrase de Sainte Catherine de Gênes, je crois, qui disait Dieu n'a pas d'autre main pour agir dans le monde que celle-ci. Ça donne une sacrée responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ces mains vont agir maintenant que la vacuité est découverte? C'est formidable. Qu'est-ce qui va surgir? Et on ne sait pas ce qui va surgir parce que il y a une créativité, il y a une liberté qui surgit de cette source. C'est une source, en fait. Donc, c'est une merveilleuse aventure, une sacrée aventure, une aventure sacrée, que d'incarner cette présence impersonnelle dans le personnage, à travers le personnage. Et je veux dire, moi, je ne prétends pas du tout être un exemple de sagesse du tout, hein, mais en tout cas, je suis dans la vie, j'ai un métier, j'ai une épouse, j'ai des enfants, je vis à Paris, je ne suis pas retiré dans une grotte pour vivre le vide. Au contraire, c'est une fois que j'ai découvert cet espace que j'ai pu avoir des enfants, que j'ai pu m'autoriser à vivre une vie complètement humaine, quoi. Alors, d'autres pourront devenir ermites dans une grotte. Hein. Ce n'est pas exclu que je le devienne pas un jour, mais pas pour l'instant. En pleine conscience, on parle on a l'habitude un peu d'opposer automatisme et créativité, réactivité et réponse. Et je me demandais quel lien tu fais justement entre présence et je dirais la possibilité de faire un choix en dehors de notre conditionnement en fait. Ouais, c'est une grande question qu'on pose souvent sur le choix, sur le libre arbitre. Bon, là, les interprétations diffèrent, hein, puisque tu peux avoir des enseignants qui vont dire qu'il n'y a pas eu tout de libre arbitre, d'autres qui vont au contraire parler de liberté. Bon, moi, j'ai l'impression que l'automatisme, c'est quelque chose, c'est une chaîne qui est horizontale, pris dans le règne de la causalité, cause-effet, etc., selon un axe qui va du passé vers le futur. Donc, alors, tant qu'on est identifié à la forme, on est pris dans ce conditionnement, en fait. On est pris dans nos pensées, pris dans nos mécanismes, nos habitudes. Mais si on découvre, si on fait un pas en arrière, un saut dans le vide, en quelque sorte, et qu'on découvre cette présence, on découvre alors quelque chose qui est inconditionné. Donc, c'est comme si on trouvait un axe vertical par rapport à cette causalité horizontale. On trouve un axe vertical, et à partir de cet axe vertical, la liberté peut surgir. Parce que cette présence est complètement inconditionnée. Elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas soumise à la cause et à l'effet, et elle est dynamique, en fait. Elle est dynamique. Donc, quand on agit à partir de cette source, on agit avec plus de spontanéité, plus de créativité, plus de joie, tandis que quand on agit uniquement en étant conditionné, identifié à la forme, on agit de manière répétitive, par réaction, avec du stress, on est pris dans l'enchaînement des causalités, en fait. Donc, et à chaque instant, on peut sortir la chaîne de causalité. C'est pour ça que c'est une voie directe. À chaque instant, on peut basculer dans cette... C'est comme si l'éternité pénétrait le temps à chaque instant, en fait. Donc, à chaque instant, on peut sortir la chaîne de causalité. Et agir librement. Alors, je vous propose une petite expérience qui se rapproche plus de peut-être ce que vous avez l'habitude de partager, enfin, en tout cas, de ce que moi j'ai reçu dans les stages de pleine conscience. Alors, j'ai animé pas mal d'ateliers en fait, de pleine conscience et de vision sans tête, parce que cette voie s'appelle la vision sans tête. J'ai essayé de faire un mixte, en fait. Notamment, j'ai beaucoup fait d'ateliers avec Ilios Kotsou en Belgique et à Paris aussi avec lui. Et on commençait par la pleine conscience, en fait. Donc, les gens étaient un peu en terre inconnue, en terrain connu, pas en terre inconnue. Et ensuite, au bout de 2-3 heures, on opérait le retournement de la conscience, en fait. Et ça, je trouve que ça a permis de toucher pas mal de monde, parce que les gens sont très intéressés par la méditation, en fait. Donc, finalement, les gens venaient pour la méditation, et puis on
proposé ce chemin jusqu'à l'espace, jusqu'à la présence. Donc, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est la méditation qui s'appelle les yeux fermés. Alors, les yeux fermés. Donc, pour ça, je vais vous demander de fermer vos yeux. Donc, je n'insiste pas tellement sur la posture. Asseyez-vous de manière confortable. Et je vais vous poser quelques questions. Je vais faire des suggestions. Mais en dernier ressort, vous êtes l'ultime autorité. Et que vous qui puissiez décider ce que vous êtes au centre, puisque c'est vous qui êtes au centre. Alors là, dans l'instant présent, donc, les formes et les couleurs ont provisoirement disparu, mais tout n'a pas disparu. Il reste beaucoup de choses. Il reste les sensations, déjà. Vous pouvez en prendre conscience. Les fesses sur votre fauteuil ou votre chaise, les pieds par terre, les mains sur les genoux, la sensation de la respiration. Il reste aussi des sons de ma voix, d'autres sons. Peut-être y a-t-il aussi des pensées qui apparaissent et disparaissent. Peut-être y a-t-il des émotions. Donc il y a tout un panorama de phénomènes qui apparaissent. Mais il y a aussi, et je dirais surtout, il y a votre présence. Votre présence. Vous êtes présent. Sans la présence, sans votre présence, rien n'est expérimenté. Sans votre présence, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de son qui est entendu, pas d'émotion, il n'y a pas de pensée. Et on va s'intéresser à cette présence, que d'habitude, souvent, on néglige. Alors, cette présence, d'habitude, on la néglige et puis on la limite, en fait. On en a une expérience très limitée, très petite. On l'identifie au corps. En fait. On l'enferme dans le corps. On enferme la présence dans les limites du corps. Alors, voyons cela d'abord. Est-ce que, en ce moment, vous faites l'expérience d'être enfermé dans un corps? Est-ce que vous êtes coincé dans un corps comme à l'intérieur d'un sac de peau? Et donc, si c'est le cas, vous devez peut-être vous sentir à l'étroit, j'imagine. Alors, le corps, là, dans l'instant, si on laisse de côté l'imagination, la mémoire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sensations, quelques sensations. Est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer? Prêtez attention à une sensation en particulier, une qui se fait plus remarquer que les autres peut-être. Cette sensation a-t-elle une forme? Est-ce que vous diriez qu'elle est ronde, carrée, ou est-ce qu'elle est plutôt sans forme? Est-ce qu'elle a des bords bien définis? Ou bien est-ce que c'est plutôt comme une vibration, en fait? Et dans quoi apparaît cette vibration? Est-ce que c'est vous qui êtes en elle? Ou est-ce que c'est plutôt elle qui apparaît en vous, dans votre présence? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette sensation?
Est-ce que c'est matériel, solide, ou est-ce que c'est plutôt de l'espace? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce que c'est solide, matériel, ou est-ce que c'est plutôt aussi de l'espace? À quelle distance êtes-vous de cette sensation? 50 centimètres? 1 mètre? 10 mètres? Ou bien vous ne pouvez pas dire? Est-ce que la sensation n'apparaît pas dans votre présence? Dans l'espace vide de votre présence? Et est-ce que ça n'est pas vrai pour les autres sensations aussi? Est-ce que les sensations ne sont pas toutes comme des vibrations apparaissant dans votre présence? Est-ce que vous avez une forme dans l'instant présent, sans la mémoire? Est-ce que vous pouvez savoir, par exemple, combien vous avez d'orteils? 4, 12, 10, 20? Aucun? Combien avez-vous de jambes? 2, 4, 5, 6? Quelle longueur ont-elles? Où s'arrêtent-elles? Où commencent-elles? Combien avez-vous de bras? 2, 4, 6, comme Shiva? Quelle longueur ont-ils? Êtes-vous vraiment enfermé dans une forme? N'êtes-vous pas un espace sans forme? Un espace de présence sans forme dans lequel apparaissent des sensations? Et d'ailleurs, quelle est votre taille en fait? La taille de votre présence? Il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire, je sais pas, 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90. Mais dans votre expérience, est-ce que vous pouvez donner une taille? Ça ne pourrait pas être, je ne sais pas, 5 mètres? 500 mètres? 1 kilomètre? 10 centimètres? Comment pouvez-vous mesurer cette présence? Est-ce que vous trouvez une limite à votre présence vers le haut? C'est-à-dire, y a-t-il vers le haut un endroit où vous vous arrêtez et où le monde commence? Est-ce que vous pouvez dire, ah tiens, oui, là, je m'arrête, puis après, c'est plus la présence, c'est le monde. Est-ce que vous trouvez une limite entre l'intérieur et l'extérieur vers le haut? Ou bien au contraire, est-ce que votre présence continue à l'infini? Est-ce que vous trouvez une frontière sur la gauche? Une limite sur la gauche? Sur la droite alors? Devant peut-être? Derrière? En bas? Est-ce qu'on ne peut pas dire que votre présence est sans limite et sans forme, et qu'en elle apparaissent des sensations qui apparaissent et disparaissent? Et cette présence que vous êtes, elle est consciente, n'est-ce pas? Elle est éveillée. Vous savez que vous êtes présent. Et est-ce que vous faites le moindre effort pour être cette présence ouverte et vaste? Est-ce que ce n'est pas au contraire votre vraie nature d'être ainsi sans limite, sans forme, éveillé? Et dans cette présence apparaissent aussi des sons. Qu'est-ce qui entend? Une tête? 2 oreilles? Ou bien le silence, la présence elle-même?
quand on est un peu distrait, on a l'impression que les sons apparaissent à l'extérieur de nous. Qu'on entend un oiseau là-bas sur la branche, une mobilette qui passe là-bas dans la rue. Mais là, dans l'instant, est-ce que vous trouvez une distance entre ce qui entend et le son? Une distance entre quoi et quoi? Comment allez-vous mesurer une distance entre le silence et le son? D'où est apparu le son? Où a-t-il disparu? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est apparu du silence et qu'il est retourné dans le silence, c'est-à-dire qu'il est apparu en vous et qu'il disparaît en vous aussi? Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes une présence sans limite, sans forme, éveillée, pur silence, présence dans laquelle apparaissent les sensations, les sons, les pensées, les émotions. Et surtout, vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être cette présence. C'est votre état naturel, en fait. Ce qui demande un effort, c'est de s'identifier, de limiter cette présence, de l'enfermer par l'imagination, par la mémoire, dans quelque chose de très petit. Et là, c'est un peu comme ouvrir sa main. Serrer le poing, ça nous limite, mais si on ouvre la main, c'est naturel. Donc là, en ce moment, votre présence est naturelle. Alors, qu'est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment? Quel est votre nom? Votre prénom? Votre numéro de sécu? Votre métier? Votre sexe? Votre nationalité? Votre âge? Avez-vous un âge? Pouvez-vous faire l'expérience d'un âge dans l'instant présent? N'êtes-vous pas, au contraire, sans âge? Éternel, hors du temps. Et donc, toutes ces étiquettes, le nom, le prénom, le métier, etc., est-ce que vous n'êtes pas au-delà de ces étiquettes? Est-ce que la présence n'est pas vraiment au-delà, libre de toutes ces étiquettes? Peut-être s'il fallait vous donner un nom, on pourrait dire « je suis » ou « l'être » ou « la présence ». Voilà. Donc maintenant, ouvrez les yeux. Et en ouvrant les yeux, la présence, elle ne change pas. Hein. Simplement, elle accueille maintenant, dans cet espace, les formes et les couleurs, en plus. Mais elle ne s'est pas fermée, elle ne s'est pas enfermée soudainement dans le corps. Voilà, donc là j'ai fait assez rapidement, j'ai fait 10 minutes, mais en fait, dans un atelier, c'est une méditation qui peut durer presque 1 heure en fait. Voilà, donc il y a plein de moyens de revenir à cette présence, les yeux ouverts, les yeux fermés. Alors l'avantage évidemment d'avoir les yeux ouverts, c'est qu'on ne peut pas tout le temps fonctionner les yeux fermés. On ne peut pas aller au travail les yeux fermés pour rester dans l'état de méditation, bien sûr. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir fonctionner, et c'est ce que permet cette méditation informelle des yeux ouverts. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait voir le monde, le voir très bien, et aussi prendre conscience de cet espace. C'est pourquoi c'est une méditation partout, tout le temps,
sans effort. Méditation pour la place du marché. Ça change la vie, c'est incroyable. C'est inimaginable. Inracontable. Voilà, donc je vois qu'il est déjà 21h25. Peut-être que vous avez une ou deux questions avant qu'on laisse l'antenne à l'émission suivante, qu'on cède l'antenne. Oui, j'avais envie de deux choses. D'une part, te dire merci pour ces guidages. Moi, personnellement, alors, dans mon vécu très personnel, j'ai toujours eu du mal avec les textes de Harding qui voulaient me persuader à tout prix que j'avais pas de visage. Et je trouvais, et je trouve que c'est super que tu n'aies pas repris cette obsession à vouloir montrer, comme Ilios aussi, que j'ai pas de visage. Moi, ça me faisait un barrage à chaque fois. Donc, je trouve beaucoup plus parlant la manière dont tu évites le côté, enfin tu le dis mais très peu, et de revenir plus à la présence pure qu'à ce côté, vous n'avez pas de visage. Quoi, Je enfin, voilà, comprends. ça c'est un niveau personnel. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aux petits camarades qu'il y a deux livres très bien de toi. C'est la 62 expériences de spiritualité quotidienne. Ça, c'est vraiment pour le côté pratique. On ne s'est pas parlé avant hein, pour les autres. Non. Et puis pour le côté philo, c'est le saut dans le vide. C'est très bien. Voilà, c'était juste. Et la dernière chose, c'était une question. Donc merci. Hein. Je trouve que c'est super d'essayer de relier la pleine conscience à quelque chose de spirituel qui est plus profond. Moi, c'est ce que j'essaye aussi dans mon humble manière. Et je voulais juste savoir si tu pouvais répondre à la question que tu avais dit au début, à savoir la différence que tu percevais entre la pleine conscience et la présence pure. Eh bien, j'ai un petit peu indiqué dans le livre là que je viens de publier, Méditer partout, tout le temps sans effort, donc je consacre pas mal de temps à ça. En fait, dans certains cours de pleine conscience, j'ai remarqué que il n'y avait pas, donc, comme je dit tout à l'heure, de retournement de l'attention. Donc, on reste attentif voilà, aux phénomènes qui apparaissent. Donc, du coup, le moi n'est pas interrogé. Donc, au fond, les gens arrivent avec cette identification au moi, ils repartent avec une identification au moi. Il n'y a pas, la racine du moi n'est pas du tout mise en question. Et puis, de plus, ce sont des méditations formelles, même si dans la pleine conscience, il y a aussi cette idée informelle. Il s'agit par exemple de marcher en pleine conscience, dans les sutras du Bouddha, c'est comme ça, hein. Manger en pleine conscience. Reste que c'est quand même des choses un peu formelles. Et alors que dans la méditation que j'essaie de partager, le but, c'est vraiment informel. C'est-à-dire que je vais acheter mon pain, je dis bonjour à la dame, je suis en train de méditer, en fait. Je suis dans cette ouverture, dans cette clarté. Et puis, dans la méditation, il y a l'idée qu'on va faire quelque chose. En tout cas, bon, même si ce n'est pas dit comme ça, hein, parce qu'on passe du mot de faire au mot d'être, comme dit Kabat-Zinn, mais peut y avoir l'impression que ça relève peut-être de la volonté ou d'un effort. Or, en fait, cette présence, elle est là tout le temps. C'est plutôt c'est plutôt dans le délassement, c'est plutôt dans l'abandon, dans le non-effort en tout cas, que moi, je trouve que cette présence se manifeste le plus volontiers. C'est pas quelque chose que je vais chercher à atteindre, mais c'est plutôt constater que c'est déjà là, quoi. Donc voilà quelques points que j'ai pu remarquer. Mais après, ça dépend des enseignants. J'ai partagé aussi des stages avec Fabien de Vaugermais. On faisait une alliance entre la spiritualité, la non-dualité et la pleine conscience. Avec Ilios aussi, bien sûr. Mais je crois que ce qu'a fait Kabat-Zinn, c'est génial, puisqu'il a réussi à proposer un langage laïque. Mais le risque, c'est comme tu le dis dans tes livres, c'est qu'on déracine la méditation de son but ultime, qui est l'éveil.
c'est-à-dire l'éveil à cette présence qui est au-delà du moi. Et si cette partie-là est absente, pour moi, c'est même pas de la méditation. Ça relève plus de, ben voilà, on est plutôt dans un recherche de quiétude ou shamatha, comme disent les bouddhistes. La méditation, c'est vipassana, en fait. Une vision profonde. Enfin voilà, mais c'est pas du tout un jugement, hein, c'est plutôt voilà mon expérience. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté avec autant d'ouverture et de gentillesse. Merci Raphaël de m'avoir invité. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura un peu intéressé. Et en tout cas, voilà, à bientôt. Ouais. Ben, merci beaucoup, en tout cas, José, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est très stimulant. J'aurais plein de questions et aussi, j'imagine, comme beaucoup de gens, mais je pense qu'il faut laisser infuser un peu tout ce qui a été goûté, pratiqué peut-être ce soir. Et... En tout cas, merci beaucoup, je trouve, pour cette générosité et cette authenticité. Enfin, moi, ça m'inspire énormément. Et, et c'est très touchant. Donc voilà, les mots me manquent, mais Très chouette. l'élan, c'est juste de dire un merci du cœur et merci aux gens qui étaient là ce soir aussi. Voilà, Parce que c'est merci à pas vous rien. tous. Merci, Merci, José. au Ciao, revoir. ciao, ciao, bonne soirée. Et merci Dans la beaucoup, ouais, présence. dans la présence ou dans l'absence consciente. Merci Ciao. beaucoup à tout le Au monde. revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bon, Tu peux couper le recording, Axel, je pense. ouais, je coupe.